Nous nous sommes épris d'un virus, revenant contre lequel nous nous incarcérons derrière des frontières non politiques, murs de l'espace privé, solitude de la famille, unis à une communauté, à notre corps défendant, quand le virus pulvérise toute communauté. L'espace privé paraît le lieu de repli dont le virus écrit à l'encre sympathique la ligne de démarcation qui l'isole du politique, quand il envahit et affole, comme il affole les défenses immunitaires. Nous tâchons de nous prémunir contre ce que nous ne voyons pas, l'invisible intrus, l'hôte non invité, la contrebande infectieuse du secret. Nous imaginons qu'il entre par les fenêtres, les rues, importé par un cheval de Troie, un membre de la famille, un frère ou un ami, ou l'enfant, l'avenir de la communauté qu'engendre l'intimité privée. Les enfants portent le soupçon de porter la mort, innocents coupables assignés au confinement. Les vieillards, regroupés, souvent dans les EHPAD, sont décimés en une hécatombe inaudible et invisible, seuls avec la mort passant sans passer. Pour préserver de la mort les vieillards, dont un grand nombre avait vécu la privation de liberté et la pénurie pendant l'occupation, on les aura incarcérés dans les EHPAD, où leur mort aura été inéluctable. Leur mort est comptabilisée à part dans les statistiques virales. Les Européens, cet Occident qui a peut-être toujours craint de mourir, sont épris du virus, de se prendre pour les victimes exemplaires. Personnages sans cesse rejoués, au moins depuis 9/11. Nous sommes pris d'un virus qui parasite l'organisme par l'affection virale qui le colonise, exploitant ses ressources, le condamnant à une mort étrange et aléatoire. Il rend fou le système immunitaire, le poussant à l'autodestruction comme les décisions collectives. L'économie du politique semble s'autodétruire en surréagissant, prise d'un délire qui unit la relégation la plus archaïque à la performance de la recherche bioinformatique qui s'accélère. Réplique invisible de la vidéocriminalité islamiste spectaculaire. On s'assiège dans la cesse d'une multitude de cellules virales qui parient sur une autre viralité à venir, pour se protéger de l'affection du dehors, moines éventuels d'une politique à venir. Mais quel lieu privé pour se confiner? Privé ou gros de politique? Quelques lieux qui désorienteraient le virus en lui opposant un dead end. Le lieu du lieu, celui d'où et où l'on ne s'en sort pas. L'auto-enfermement, la rétractation du soi, dans une intimité présumée immune, solitude morale avec soi-même d'un souverain bien, opposerait une barrière infranchissable. S'enfermer dans une myriade d'alvéoles, comme les bunkers de l'Albanie d'Enver Hoxha, désorienterait le virus, cette plaie d'Égypte qui ne trouverait plus d'adresse. La prolifération des cibles aléatoires opposerait une grande muraille de Chine, une muraille contenant Gog et Magog, et le renverrait ainsi dans les confins d'où il est venu, le confinant au retour. Notre confinement confinerait le virus. L'univers où nos avions conceptuels, comme le laboureur d'avenir de Heidegger, tracent des sillons de peu d'importance, n'a-t-il pas si bien été investi qu'il ne se trouvera peut-être aucun lieu pour servir de cellules saines, immunisées contre tout parasitage et exploitation? Nous nous rétractons, pris de remords, dans ces cellules où nous mourrons d'être si bien enfermés, ou enfermés avec la mort, confinés avec le virus. Confinés sains, sans pouvoir sortir sous peine d'être contaminés ou verbalisés, ou confinés malades, embarqués sur la nef des fous pour un voyage qui confine aux confins. Nous nous confinons avec le virus, confis de remords. Le virus semble une expiation. Sous la camisole du virus, nous sommes tentés de marmonner comme la mère de Baudelaire. Maudite soit la nuit aux plaisirs éphémères où mon ventre a conçu mon expiation. L'affolement nous rétracte dans une myriade de retraites comme une foule d'impasses alvéolaires où nous serions de vagues moines délirants qui pourraient générer de nouvelles formes politiques, inventer un monde à venir qui dépasserait les impasses du capitalisme contemporain responsable de l'hécatombe de ces très anciennes travailleuses, les abeilles. L'infection se répandrait depuis la Chine, qu'elle aurait finalement désertée et dont elle relancerait l'ambition politique en injectant une fois encore à l'Europe cet autre virus, la mélancolie européenne de se penser fatiguée, dégénérée, ayant perdu la force vitale qui se donne un destin. La Chine dit un propos de Mahomet, est le lieu jusqu'où il faut aller chercher le savoir.
La Chine serait les confins de tout désir de savoir. De la Chine nous reviendrait le savoir comme un virus, venu des confins, où nous nous confinons pour nous préserver. Du dehors le plus dehors par son éloignement, il loge le dehors au dedans, dans le fort intérieur, dans l'intimité de l'unité différenciée et dialectisée du corps et de l'esprit, du privé et du politique, dans l'unité la plus virulente et la plus messianique, la plus spirituelle de l'Occident, au cœur de ces ténèbres africaines de l'Occident qui avaient fait le motif de la méditation de Philippe Lacoue-Labarthe sur l'Europe. Le virus nous prendrait comme un reflux, une aliénation armée au loin, et ramenée compulsivement à soi, un fort da infectant le principe de plaisir, ou comme la pensée de Descartes qui se révèle à soi purement sans objet dans l'anéantissement somnambulique total, à relancer machinalement la sidération du virus, à s'autodétruire, à délirer jusqu'à se prendre pour la victime exemplaire. L'extravagance du discours général sur la chance que le virus offre d'un changement total de civilisation autoriserait un calcul. Si la religion est un délire collectif, le délire universel ne serait-il pas le retour achevé du religieux même? Le virus serait ce Dieu inattendu, non théologico-politique et providentiel, initiant la ruse de la restauration d'une économie messianique du sacrifice de soi, suggérant le mot de Heidegger, « Seul un Dieu peut nous sauver ». Mais ce divin virus, sans cesse revenant, permet de capitaliser sur sa virulence la puissance folle de cette chauve-souris, ce rat volant, qui par le délire calculé de la surréaction autoriserait un sursaut politique, une relance de la politique rétractée. La surréaction des défenses immunitaires ouvrirait au calcul d'un sursaut moral qui ferait consentir à l'auto-incarcération panoptique par tous plutôt que par l'État. La soumission automatique et maussade sans héroïsme restaurerait, dit-on, la politique. Cette grande malade miraculeusement guérie par un virus, l'État retrouverait sa souveraineté par la grâce qui fonde son autorité dans la communion du peuple à travers son auto-relégation volontaire. Le virus, rendant sa souveraineté à l'État, le relancerait machinalement par l'enfermement volontaire de chaque corps dans sa propre cellule de confinement, corps disparu, comme les morts des EHPAD, invisibles dans la camisole de son isolement. Le virus aggrave la disparition du corps dans tous les dispositifs qu'il intègre. Ces dispositifs agglomèrent ce « nous » qui dit compulsivement « oui » avant de parler, avant tout calcul grâce à la forme de la loi qui a toujours anticipé la constitution d'un sujet dont elle façonne la temporalité. L'antécédence de la loi confine à nouveau le sujet, forçant son corps avant tout contrat, annulant par son avance toute résistance. Le virus ne convoque aucun corps, mais simule sa vulnérabilité constitutive du psychisme. Le virus, invisible usurpateur, prolifère dans tous les dispositifs fantasmagoriques ordonnant la guérison. Il renforce l'effacement du corps qui l'usurpe. La soumission somnambulique à l'auto-enfermement substitue au corps le souci protecteur du vivant et permet de simuler l'état par l'administration du mystère dans le colloque secret du chef et de son comité scientifique. Mais le besoin de protection qu'implique le morcellement de la communauté est ce qui aggrave l'infection de l'immunité politique, dont l'essence vire en symptôme tyrannique et en tyrannie du symptôme. La guérison supposée de l'État pourrait être le coup fatal, porté aussi bien au corps propre des hommes qu'au corps politique, pourrait être la fin de la mort, avec le besoin de faire de la mort un impossible, sans pour autant être un désir de vivre. À l'hécatombe invisible des EHPAD qui dissimulent la mort et ses rituels, correspondent les morts non identifiées dans les alvéoles confinés. Le virus dissimule toutes les affections du corps vulnérable, relégué dans la morne plaine du fleuve Amélès, où nous communions dans l'anxiété de notre inattention. La mort factuelle sans sépulture qui portait Antigone, la voix de la mort, simule les corps dès lors sans destin dans le fonctionnement médical. L'immunisation prive la mort de sa duplicité. Le dispositif médical efface le corps
en faisant de la vie un fait pur, sans destin, selon le mot d'Imre Kertész. Le vivant usurpe le corps. Il ignore et anéantit tout mode de vie au nom de la protection qui en dispose. La politique, soit l'organisation de la reproduction, est confinée par l'installation médicale du vivant, dont l'incapacité à s'autoconserver substitue la fonction au destin, la corporéité au désir du corps. Le vivant est la disposition au branchement. Le corps social vivant vit d'un coma artificiel où il doit prendre une nouvelle corporéité qui se ramifie en une inextricable prolifération de branchages informationnels. Il est vivant qu'on a tous, subsistant, persévérant ou persistant, tenu à la vitalité de la neutralité immunisée de tout désir. Nous sommes saisis du virus de l'héroïsme en catastrophe, jouant complaisamment de cette troisième personne qui nous fait communier au moins depuis le Saint-Augustin du De Trinitate, qui lie la divinisation à l'hyperbole de la victime que radicalise le mal qui la sublime. La catastrophe serait la chance pour l'Europe, dit-on, de restaurer sa figure. Le tohu-bohu de la contamination générale, un virus chinois commençant à prêcher l'universel, réveille la compulsion anesthésiée de l'Europe à se périodiser historiquement en érigeant ses aléas aux fins de l'histoire. Compulsion théologique d'une apocalypse du calcul et de l'administration, coupant et creusant la monotonie de la superficialité aléatoire par une reddition des comptes, une confession rédemptrice. La rétractation dans le confinement vaut expiation, demande de pardon. En tout cas, pas adressée aux innombrables peuples colonisés dont nombre furent exterminés. L'Europe semble demander pardon à soi-même par un calcul et une ruse suprême. L'eurovirus rétablit l'universel, le destin de l'Europe, le virus de l'universalisation européenne, ce virus de l'Europe qui s'approprie à soi-même, en s'appropriant le monde, s'en revient en contraignant l'Europe à se demander pardon comme un vivant automate. L'Europe se survit en entonnant le mélos écologique de ses remords, dont elle attend cet autre commencement qui nécessite de confesser une culpabilité absolue. Étrange et dément poison de la contamination virale, biomorale et non biopolitique, qui rallie la viralité du vivant à la vitalité morale. La morale émancipée de la machinerie politique, profitant de l'émancipation de la politique de toute morale, est cet automate autorégulé qui fait souffler dans la masse l'air de sujets moraux, défendant chacun l'universelle dignité de l'homme. Massification universelle de la loi, viralité de l'homme européen, dans tant on pu mesurer durant au moins 5 siècles qu'il était le virus irrésistible et fatal contre lequel se confiner dans ses confins était illusoire, puisqu'il était l'essence de l'universel, la puissance de la causa sui, à la fois pouvoir et passivité, qui automatise sa virulence dans cette métalangue qu'est l'empire technique de l'Occident. Nous sommes saisis du virus de l'expiation européenne, qui revient, Ulysse expirant, défiguré par le succès de la civilisation. Le virus est au moins aussi vieux et aussi jeune que l'Europe qui aura envoyé son virus jusqu'en Chine, se reproduisant en convertissant les confins en ressources. L'exploration européenne dans les confins, scientifique et protectrice, se sera dispersée dans les fins croisées jusqu'à se fondre dans tous les confins qui assument désormais l'humanisme européen. Le futur que la fin de l'Europe aura programmé, aura pulvérisé en une multitude de fins son unité, qui tenait à la spéculation théologico-politique du messianisme spirituel du concept. Les confins auront pulvérisé l'absolu des fins, et la mort que l'Europe aura toujours pensée finalement unifiante parce qu'unifiée. L'essence de la mort serait la puissance de l'unité qui rassemble, principe secret spéculatif et automatisé dans la pratique, rassemblant une humanité universalisée dans une fin des fins. La pulvérisation de la puissance de la fin aura disséminé la virulence de la puissance qui nous confine dans la rétractation de l'immunité. Peut-on s'y fier? Disséminée dans les confins qui refluent sur elle, l'Europe vieillie et fatiguée, dit-on,
se rétracte machinalement dans le confinement qui masque tout en la masquant, que cette auto-relégation est la réplique compulsive de l'enfermement autoritaire des Chinois dans le système technico-moral du vivant. Le confinement masque les confins où la faim est pulvérisée et prolifère dans la formalité informe de l'autocontrôle social. Nous sommes saisis du virus d'une mort sans fin, la mort démunie de politique et la politique dénuée de mort. Nous espérons encore en l'exemplarité théâtrale de la mort de la victime. Les confins auront aléatoirement reflué en confinant la mort dont l'Europe est le maître. Le confinement aura aggravé la relégation de la politique en répandant viralement les confins qui pulvérisent le corps politique en une pluralité impossible de vivants branchés. Il aura libéré la pluralité des confins sans qu'un retour possible à soi puisse se rapporter quoi que ce soit. Sacrifice d'un fils qui ne ressuscite pas, l'éloignement des confins reflue dans le sanctuaire du confinement qui sanctifie le vivant alvéolaire. La circulation enchevêtrée des confins et du confinement affecte toute frontière, les rivages où échouent tous les trafics, toute limite appropriante, et congédie la duplicité de la mort, mort effective de la charogne et agonie destinée à sépulture. Le corps est pulvérisé sans fin dans tous ses branchements et confiné dans le vivant embranché. Le virus nous confie aisément à la fin des libertés. Peut-être pas l'état d'exception qui appartient encore à la politique, mais un état de siège dans cette drôle de guerre avec la Chine. On ne provoque plus la peur qui gouverne en désignant l'ennemi, mais on universalise la panique indistincte. Panique, drôle de guerre, menace dont l'ubiquité plus terrible que le terrorisme retourne la puissance de la politique à accorder l'immunité en l'impuissance de l'auto-immunité. La panique efface la vulnérabilité, le corps vulnérable, dans le vivant assiégé, ni vulnérable, ni invulnérable, mais impuissant, démuni des promesses qui ouvrent l'avenir à la vie.